Deuxième territoire qu'on explore, mais dans des conditions qui restent encore à préciser puisque les textes de loi ne sont pas encore parus, c'est évidemment les jeux online, sur lesquels on peut avoir un rôle intéressant à jouer. On y travaille. Aujourd'hui, tout ça reste encore relativement imprécis dans les contours, mais il y a probablement des perspectives intéressantes. Je vous cite ces deux domaines simplement pour vous donner une idée du fait que l'entreprise est en mouvement, l'entreprise est à la relance, et je suis ravi, évidemment, d'être à la tête d'une entreprise qui reprend l'initiative comme elle le fait depuis ces derniers mois. Merci. Est-ce que je peux vous demander de préciser de quelques points? Si vous voulez. Sur les jeux en ligne, d'abord, enfin, le groupe TF1 a deux possibilités. Enfin, ou plus exactement, une des filiales du groupe TF1 Eurosport est activement engagée dans le développement d'une offre de jeux en ligne propriétaire, Eurosport Bet. Est-ce que ça veut dire que la chaîne et l'ensemble du groupe TF1 sera aligné derrière Eurosport Bet, ou est-ce que vous pouvez conclure un accord avec un autre opérateur du marché? Aujourd'hui, la vocation de SPS, qui est la société qui fabrique la plateforme de jeux, où Eurosport est associé avec Serendipity, le fonds d'investissement d'Artemis et de Bouygues. C'est une plateforme qui a été créée, qui fait l'objet aujourd'hui d'une licence Alderney, qui est exploitée d'ailleurs en Angleterre, et dont la vocation est de tester un peu le marché, les savoir-faire, et qui pourra se développer. Alors, il se trouve que les conditions européennes ont pas mal changé entre le moment où on a lancé cette opération et le moment où on voit que les marchés ont du mal à s'ouvrir à la rapidité auquel c'était prévu initialement. Cela dit, les équipes travaillent, la plateforme fonctionne bien, elle touche à la fois les paris en ligne et le poker. Bon, on verra, on va être extrêmement pragmatique sur ce marché. Deuxième réponse, c'est que TF1 est une marque qui est extrêmement légitime dans le domaine des jeux en France. On a fait une étude là-dessus, pour une raison simple, c'est que chaque jour, sur l'antenne de TF1, vous avez au moins 2 ou 3 jeux quotidiens qui ont d'ailleurs des reprises sur le web, avec beaucoup de gens qui viennent s'amuser, que ce soit sur la roue de la fortune, que ce soit, on va pas se retourner ménage, parce qu'on n'a pas fait forcément un jeu où on peut rencontrer son prochain et sa prochaine, mais sur attention à la marche, c'est vrai de apprendre à laisser, etc. On a donc cette vocation qui colle à la peau de TF1, mais je précise bien de jeux qui sont des jeux de divertissement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des jeux d'addiction et dans des jeux qui peuvent éventuellement prêter à critique ou à discussion. Nous, notre domaine, c'est le divertissement. Et si TF1 peut trouver des partenariats en France qui permettent de compléter son offre, pourquoi pas? Et alors, sur TF1, en tant que support publicitaire pour des offres de jeux ou support publicitaire potentiel, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une rédaction du projet de loi sur les jeux qui est extrêmement restrictive, qui aboutit quasiment à interdire de publicité les opérateurs du jeu, à la fois en radio et en télévision, sauf dans les tranches non destinées aux mineurs, c'est-à-dire pour les chaînes de télé, ça fait du 22h30, 5h. Est-ce que vous mobilisez vers le Sénat de manière à ce que ça soit assoupli? Écoutez, moi je crois que dans le domaine de la publicité sur les jeux, il faut être raisonnable et responsable. Donc en l'occurrence, moi je me fie aux recommandations que CSA fera et à la loi. La seule chose que je peux dire par rapport à la notion de mineur, c'est les programmes destinés aux mineurs, ça n'existe dans aucune de nos classifications. Donc qu'est-ce que ça veut dire un programme destiné aux mineurs? Vous avez des mineurs qui regardent des programmes qui sont destinés au plus grand nombre. Joséphine, Ange Gardien, ça s'adresse aux mineurs et aux grands-parents. Donc, mais en même temps, ce n'est pas un programme qui s'adresse aux mineurs de façon spécifique. Il y a des classifications qui font qu'à des moments donnés, c'est interdit des moins de 10, moins de 12 et au-delà. Cette classification, elle existe. Inventer une classification qui toucherait les programmes à destination des mineurs, de la jeunesse, je comprends. Il y a des plages jeunesse qui sont parfaitement identifiées, sur lesquelles d'ailleurs on a pris des engagements en matière de publicité alimentaire et d'information des jeunes publics sur la nutrition, par exemple. Ça, c'est clairement identifié dans une grille de programme. Mais qui s'adresse aux mineurs, ça ne veut, pardonnez-moi, rien dire. Donc il va falloir préciser cet aspect-là, puis après le CSA donnera ses recommandations qu'on suivra. Je rappelle que TF1, et je dis devant Emmanuel Cabla, qui peut éventuellement dire le contraire, nous avons toujours respecté nos obligations. Et si ce CSA crée une règle du genre en matière de publicité, on appliquera la réglementation en question. Sur les nouveaux services, les Échos ont évoqué il y a quelques jours des négociations qui seraient en cours entre vous, enfin TF1, M6 et Canal+, pour la constitution
une plateforme de télévision de rattrapage, enfin, le Hulu à la française. Est-ce que c'est une information d'abord que vous confirmez, l'existence de discussions? Est-ce qu'il y a effectivement un projet derrière? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a réfléchi les uns et les autres, je dirais au danger que Hulu, qui ne serait pas la française, pourrait représenter pour des sociétés françaises. Je rappelle qu'aujourd'hui, une bonne partie du marché publicitaire est captée par Google, qui va bientôt avoir un chiffre d'affaires publicitaire comparable à celui de TF1, et que la question qu'on s'est posée les uns et les autres, c'est de dire, ne laissons pas forcément le champ libre à des acteurs extérieurs à partir de droits qu'aujourd'hui les uns et les autres nous possédons. Donc on est parti de cette réflexion. Aujourd'hui, le dossier est loin d'être abouti, loin d'être clos. On a des discussions, mais ça n'est pas au-delà de ça. Et sur le développement de services payants sur Internet, il y a plusieurs éditeurs de presse écrite qui font cette démarche actuellement, le Figaro, Olivier et autres. Il y a aussi M6 qui a présenté la semaine dernière une réorganisation de son offre sur Internet qui va plutôt vers le payant. Est-ce que c'est quelque chose aussi auquel vous réfléchissez? Écoutez, enfin, on redevient raisonnable, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, modernité ne rime pas avec rentabilité, c'est ce qu'on puisse dire. Donc la gratuité sur Internet a fait l'objet de nombreux débats. Il est évident qu'il n'y a pas de modèle économique dans une gratuité absolue. Tout le monde s'en rend bien compte. Donc on va venir petit à petit à des services payants. Je rappelle que la vidéo à la demande est déjà un service payant, qui d'ailleurs, économiquement parlant, n'est pas forcément à l'équilibre aujourd'hui. Probablement de plus en plus, les détenteurs de droits vont être amenés à faire payer les droits qu'eux-mêmes payent très cher. Et donc, c'est le sens de l'histoire, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, tout le monde se pose la question de savoir comment monétiser ce que l'on est en train de fabriquer sur les nouveaux médias. C'est une question qui se pose à tous. Je pense qu'on verra deux systèmes qui vont fonctionner en parallèle, mais le curseur aujourd'hui n'est pas exactement placé à un endroit qui peut satisfaire l'ensemble des parties, donc tout ça va se faire en marchant, je pense. Mais le payant est inéluctable. On ne peut pas les uns et les autres continuer à payer les droits, à les donner en toute liberté à des consommateurs, sans qu'à un moment ou à un autre, il y ait un modèle économique. Deux derniers points. D'abord sur le développement à l'international, pour répondre ou satisfaire peut-être les interrogations d'Emmanuel Gabelin. Il y a des projets en cours ou une stratégie en tout cas définie sur des développements pour le groupe à l'international? Écoutez, quand on parle international, on oublie toujours de parler d'Eurosport. Eurosport est la chaîne la plus internationale qui soit, puisque Eurosport est dans plus de 50 pays. Eurosport est aujourd'hui en 29 langues. Eurosport est une entreprise qui se développe en ce moment même en Australie et en Nouvelle-Zélande, pour vous donner une idée du périmètre sur lequel se trouve Eurosport. Donc on a une entreprise qui est en pleine expansion territoriale, aussi bien vers les pays de l'Est que vers le sud-est asiatique et le Pacifique. Donc on est dans une stratégie qui est une stratégie mondiale avec Eurosport. Enfin, ça, tout le monde l'oublie. On se souvient des exploits de l'ancienne équipe de Canal+ dans l'Europe entière qui a failli couler la boutique. Nous, avec Eurosport, pour l'instant, on ramène du résultat. J'espère que ça durera encore longtemps. Donc cette stratégie-là, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne? Simplement parce que le sport est évidemment un langage universel. On nous a souvent proposé de racheter Eurosport pour des sommes très considérables. Nous ne l'avons jamais fait, parce qu'on n'était pas dans la situation d'être au point de vendre Eurosport, évidemment. Maintenant, les télévisions sont d'abord des télévisions nationales, locales. De même que dans la téléphonie mobile, que j'ai un peu connue, le marketing est local, le marketing d'une télévision est local, même s'il y a certaines séries américaines qui fonctionnent bien dans toute l'Europe. Et qu'il faut être du pays pour l'opérer convenablement. D'ailleurs, prenez qu'un exemple, le groupe Mediaset, qui est un groupe qui a formidablement réussi, il s'est planté en France, il a beaucoup de mal en Espagne aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que être en dehors de ses frontières, sur un métier comme celui-là, en dehors de certaines thématiques, comme le sport, c'est extraordinairement difficile. Donc pour l'instant, on va déjà essayer, si Emmanuel Gabelin veut bien, de rentabiliser l'investissement sur TMC et NT1. Ce sera déjà un gros boulot et ça suffira à notre peine. Et on va continuer de développer Eurosport, dont on sait bien que le droit sportif continue d'être un enjeu important. Et bien ces droits sportifs continueront à être négociés à Eurosport pour garder une position premium sur les plateformes
Et il y a de plus en plus de compétition sur les plateformes européennes, et cette compétition-là, on doit continuer à la gagner.